J'écoutais la table ronde des astronautes et ils ont dit quelque chose qui m'avait interpellé, qui ressemblait tellement pas à l'aviation que je fais, que je vais vous montrer, que c'était assez formidable. Et ils disaient, en fait, quand on lance une navette, les 90 premières secondes vont être confiées à des systèmes automatiques parce que les opérations sont vraiment trop complexes pour être faites par les humains. Et ensuite, ils peuvent reprendre la main. Mais là, ils ont interdiction d'y toucher. Alors c'est tout à fait le contraire finalement chez nous dans l'aviation, où les moments clés du décollage, de l'atterrissage, dans toute l'aviation de ligne par exemple, est quand même confié au pilote, même si le reste du vol est confié souvent à la machine. On va voir ça un petit peu tous ensemble, mais d'abord je vais vous présenter le type d'aviation que je fais, où vous verrez qu'on est en prise directe avec l'avion. Ceux qui connaissent pas vraiment ce que c'est que la voltige aérienne, eh bien, c'est ce type de pilotage où en fait l'avion est presque vous-même, c'est presque un sac à dos. L'idée c'est de jouer avec. Et la voltige, elle monte à l'envers. Et le vol fondateur de la voltige, c'est assez amusant, a été exécuté sans intervention humaine, avec pas de pilote à bord. C'est une machine toute seule qui l'a fait. Et exceptionnellement, c'est l'homme qui ensuite a imité la machine. C'était un certain Adolphe Pégout. Et depuis, on a dit, mais avant lui, on ne savait pas voler. Il a essayé de refaire ce que la machine, c'était pas de l'intelligence artificielle, hein, c'était tout simplement un changement de centrage, avait fait. Donc, l'homme a imité la machine, exceptionnellement dans ce cas. Dès 1914, alors que l'aviation, à ce moment-là, vous savez, c'est encore un passe-temps pour sportifs fortunés qui aiment s'amuser. Il va se déclencher une évolution extrêmement rapide autour du pilotage parce que, évidemment, en premier lieu, la déclaration de la guerre va donner une utilité à cette voltige, une utilité opérationnelle. Parce que dans la guerre, au départ, personne ne croit beaucoup à l'aviation. Vous vous rendez compte que l'armée de l'air ne sera créée qu'en 1933. Jusque-là, l'état-major n'y croit pas. Et donc, les avions sont autorisés à aller observer. Ça va donner beaucoup de très bons renseignements, mais en allant observer, on ne peut quand même pas résister en regardant par-dessus bord, se dire, je pourrais peut-être quand même jeter quelque chose sur l'ennemi en passant. On jette des fléchettes, puis on jette des bombes, et puis on croise des avions. Les premières fois, on se salue entre gentlemen, mais de plus en plus, on se dit, mais je dois le tuer. Donc, c'est la naissance de la chasse, et grâce à la voltige, eh bien, on va pouvoir tromper l'ennemi, se battre, lui échapper. Quand vous avez quelqu'un qui est exactement dans votre queue, qui s'apprête à tirer, même si vous partez par le haut, évidemment, c'est extrêmement utile. Vous pouvez lui échapper, et vous pouvez aussi le surprendre pour arriver par derrière. Et à ce moment-là, le vrai problème, c'est la fragilité des machines. Parce que quand on tire sur un avion comme ça, on risque de le casser. Il y avait beaucoup d'accidents, autant de pertes et de morts par avion qui cassaient, parce que les ingénieurs de l'époque n'avaient pas encore compris que les grands méchants jets, eh bien, les avions les prenaient. Ils étaient très surpris de voir une aile sauter. Ce que vous avez pu apercevoir, vous pensez qu'il y a des forces importantes qui sont légers. Et ça, c'était assez important. Donc, la première chose à faire, ça a été d'augmenter la solidité des machines, d'augmenter leur maniabilité. Si on veut pouvoir faire de la voltige, il faut que ce soit facile à piloter, il faut que ça réponde à tout ce qu'on fait, mais en même temps, il faut qu'il soit un petit peu
stable. Donc on va essayer de faire un équilibre entre stabilité, maniabilité pour avoir un avion pilotable. À cette époque-là, en 14, l'instrument de bord est vraiment extrêmement rudimentaire. Vous avez des indications minimum, un peu de vitesse, un peu d'altitude, un petit paramètre moteur pour être sûr que votre contour ne va pas faire trop de bêtises. Et on commence à avoir besoin de se déplacer par tous les temps. Il ne fait pas toujours beau, et même souvent, et c'est brouillard, il y a du brouillard, il y a la nuit, il y a tout ça, et on commence à ressentir le besoin d'avoir un petit peu d'assistance à la navigation. Et dès 1914, le docteur Laurence Perry invente le premier pilote automatique et le premier horizon artificiel. Très rudimentaire, mais on pressent que les pilotes vont avoir besoin d'assistance. Évidemment, depuis cette première démonstration, les cockpits ont largement évolué, ça va faire 110 ans. L'évolution se fait quand même d'abord de façon tout à fait empirique, parce qu'on se retrouve aussi, à la fin du conflit mondial, tout d'un coup, plouf, énormément d'avions ont été construits. Il reste peut-être 10 000 avions. Énormément de pilotes, qui sont des bons pilotes, ont appris à faire ce métier, et ils se retrouvent sans rien. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est là qu'on a l'idée assez extraordinaire qui va développer l'aéropostale et toute sa légende en France. Il se dit il faut qu'on fasse quelque chose de tous ces avions et de tous ces pilotes. Une partie va continuer à voltiger, va rejoindre la kermesse des aigles, va faire du spectacle aérien, mais on ne peut pas utiliser tout le monde. Et puis, on commence à se dire mais cette aviation, elle servait à rien, donc il faut bien prouver que oui, elle va transporter du courrier, et elle va transporter des passagers. On commence à comprendre que ça va servir à relier un peu l'humanité entre elles, que on a gagné un vecteur vitesse là, qui est quand même très important et qu'on ne veut pas perdre. L'aéropostale, il faut y penser à ce moment-là. Les Américains, par exemple, ils vont faire un service postal et ils engagent fin 18, début 19, 40 pilotes. En 25, 6 ans après, il n'en reste que 9. C'est-à-dire que c'est à cette époque une hécatombe effroyable, parce que les gens vivent dans une insécurité totale. Il faut qu'ils soient bons, il faut qu'ils vivent de leur instinct pour essayer de passer dans le mauvais temps. Ils allument des feux, on met même des phares de voiture. Enfin, c'est complètement empirique, mais ils essaient quand même de passer tout le temps. Hécatombe à cause du mauvais temps, hécatombe à cause de la nuit, hécatombe encore à cause de la fiabilité des machines, parce que les moteurs s'arrêtent à longueur de temps, les avions ne supportent pas des tas de charges qu'on n'avait pas anticipées. On découvre, on avance. C'est aussi la décennie des grands raids qui vont préparer ce que sont maintenant, bien sûr, toutes nos grandes lignes. Et les grands raids, jusqu'en 1927, un grand hommage à tous ceux qui ont fait 1927, cette extraordinaire traversée de Charles Lindbergh, 33 heures pour Paris, qui va faire tout seul, sans aucune aide. Il ne peut même pas se dire, au moins que mon avion ne descende pas pendant quelques instants. Il va le piloter 33 heures en manquant mourir parce qu'il s'endort, et il n'a aucune aide. Donc ça paraît presque incroyable maintenant avec tout ce qu'on a. Mais enfin, il l'a fait. C'est seulement au moins 7-8 ans plus tard, vers 1935, que vont apparaître les premiers pilotes automatiques à peu près dignes de ce nom, qui ne sont toujours pas couplés au système de navigation. C'est-à-dire que ça vous tient un petit peu l'avion, mais vous vous débrouillez toujours. Et puis, petit à petit, il va y avoir une espèce de préhistoire des équipements de bord. L'aviation va devenir plus procédurale, on va commencer de plus en plus à voler de nuit en s'organisant un petit peu. L'avionique va se développer pour faciliter la navigation, pour aider le pilote à tenir son avion. Donc on va construire petit à petit. Je vais pas pouvoir tout vous raconter parce que c'est évidemment une magnifique longue histoire, mais c'est très compliqué. On va aller jusqu'à maintenant. Il faut beaucoup d'infrastructures au sol qui vont pouvoir donner des renseignements aux avions, qui vont avoir des radios compas, donc ils disent je veux aller à tel endroit, eh bien je règle, et puis il y a une petite flèche qui me dit c'est par là. Ça, c'est déjà énorme. Il n'est pas obligé de tout deviner tout seul. Et tout ça va avancer. On va inventer des plateformes à inertie qui vont lui donner des renseignements sur l'endroit où il est, l'IFR, puis l'atterrissage tout le temps. Le rôle du pilote change. Le pilote va perdre un peu peut-être de son aura, mais il va devoir être moins physiquement
excellent. C'est-à-dire que pour l'instant, un pilote de chasse à la Première Guerre mondiale, c'était un grand sportif qui regardait, qui tournait la tête partout, qui avait des yeux. On dit que Fonck, qui est le premier axe, voyait à 13 ou 14 dixièmes et qui était capable sans arrêt d'être partout, de voir d'où arrivait le danger, alors que maintenant, il est arrivé sur un écran. C'est tout à fait différent. Il va falloir qu'ils se mettent à respecter des réglementations qui sont en train de se faire et qui n'existaient pas, qui sont de plus en plus contraignantes. Et puis, il va y avoir beaucoup plus de disponibilité intellectuelle nécessaire au service de systèmes à 1000 facettes. Donc maintenant, nous sommes arrivés. Au début, on est dans cette préhistoire où petit à petit, on a de plus en plus d'instruments. Et on est arrivé maintenant, en ce moment, à une période très automatisée où les instruments critiques, le calcul numérique va énormément aider, les algorithmes de contrôle sont intégrés au système de pilotage et ils ont décuplé les capacités du pilote. Maintenant, on a un pilote augmenté qui, en fait, va avoir une prise en charge quasi complète de son vol par le FMS, le Flight Management System, qui va absolument tout lui préparer, tout lui indiquer. La conduite du vol est pratiquement automatisée, mais on lui laisse la main. Contrairement à la navette, on lui laisse la main pour les périodes considérées comme délicates où il va falloir prendre peut-être des décisions importantes, qui est le décollage, l'atterrissage, la montée. Et sur un vol de 10 heures, maintenant, si vous partez à 10 heures, un pilote ne va piloter qu'une heure. Une heure s'il a envie de piloter. Mais sinon, il pourrait ne piloter qu'un quart d'heure avec le décollage et l'atterrissage. C'est pour ça que souvent les pilotes sont obligés de faire du simu en plus, parce que ces longues traversées formidables sont gérées automatiquement. Et lui, le pilote, il a un rôle de vigilance soutenue. Il faut qu'il détecte en permanence les anomalies, et il y en a. Il faut qu'il les détecte, et la qualité des réactions de l'équipage devant l'imprévu est extrêmement importante. C'est quelque part pour ça qu'on les prépare, pour être bon au moment de l'imprévu. Et d'ailleurs, les nouveaux accidents, on va pas se permettre de juger les accidents, mais la 447, il y a eu personne ne saura exactement, mais entre ce qu'a fait l'avion, ce qu'ont fait les pilotes, qui s'est contrarié, comprendre ce qui se passe au moment de l'imprévu, des pilotes à qui on a dit et inculqué que cet avion ne pouvait pas décrocher, ne comprennent pas exactement ce qui se passe, parce que c'est pas... Donc, sans arrêt, d'ailleurs, on continue à avancer, à retravailler la façon dont on se prépare. Maintenant, on est à peu près à ce stade. Le rôle humain est encore très important. Et puis l'avenir, on essaie de viser une plus grande autonomie. Il y a Airbus, par exemple, Thales ou Boeing travaillent énormément sur une future autonomie des avions. Ils n'ont pas trop envie de se battre d'avance avec tous les syndicats de pilotes, donc ils ne le disent pas haut et fort, mais on y travaille quand même, en insistant sur le fait qu'il y aura toujours besoin d'un pilote, et c'est sans doute et peut-être vrai. On verra comment évoluera l'aviation, mais c'est sans doute vrai. Donc, on s'est fixé une date. Mais pour l'instant, c'est 2050. Tout le monde va vers 2050. Et c'est amusant parce qu'on va aussi vers 2050 pour l'aviation décarbonée. C'est un but où, peut-être pour l'aviation décarbonée, il y a tellement l'impression qu'on espère un petit peu avant aller mieux. Mais c'est une innovation qui est travaillée par l'intelligence artificielle, des systèmes qui seront développés pour des grands systèmes autonomes, qui est surveillée de très près, parce que pour l'instant, malgré des très grandes avancées, elle est surtout, en aéronautique, elle est surtout utilisée au sol. C'est-à-dire que toutes les opérations au sol, la maintenance, la sécurité, le contrôle aérien, tout ça a vraiment énormément évolué. Et pour l'instant, on ne remplace pas encore le commandant de bord dans un cockpit d'avion de ligne. Petit à petit, ça vient dans certains domaines, mais pas dans du transport de passagers. Le principal problème, c'est évidemment le niveau de confiance. Et dans la décision autonome,
on ne pourra arriver à cette autonomie complète que dans une grande interconnectivité, connexion de tous ces systèmes au sol avec les systèmes en vol et aussi en vol avec les obstacles entre eux, les avions entre eux. C'est tout de même quelque chose qui n'est encore pas tout à fait prêt. Il nous faut que les anti-collisions, le contrôle aérien, la maintenance prédictive, tout ça fonctionne vraiment ensemble. Et toute cette interconnectivité pose un peu des problèmes de cybersécurité. Il y a un mois, peut-être, on a tous, peut-être pas à Montréal, mais entendu beaucoup parler d'un incident qui a failli être très grave et qui a fait quasi le tour du monde, d'un atterrissage presque loupé d'un 777 qui a remis les gaz et qui a eu l'impression que son avion ne répondait pas. Et alors, dans le grand... c'est vrai que on se dit, tiens, est-ce que ce ne serait pas le problème, le vrai premier grand problème de cybersécurité? Est-ce que quelqu'un n'a pas pris le contrôle de cet avion? En fait, quelquefois, on se dit que les prochains terroristes seront des gens qui prendront l'avion en contrôle de l'extérieur. En fait... il semblerait que c'était juste une mauvaise manœuvre de l'équipage qui, sous le stress, avait sans doute appuyé sur l'internat du micro, qui fait que le contrôle a entendu et qu'il y a un certain système que je ne connais pas, qui fait que des gens qui s'amusent à écouter les radios peuvent entendre ce genre de conversation qui a immédiatement été mise sur les réseaux sociaux, qui a fait quasi le tour du monde et on a failli... avoir peur que les 777 ne fonctionnent pas pour une erreur qui aurait dû rester avec sans doute un bon débriefing pour le pilote qui a fait une erreur. Ils sont sans doute passés dans le souffle d'un avion devant et ils ont eu peur de perdre le contrôle de l'avion. Et ils l'ont dit tout fort et ça s'est entendu. C'était rien. Mais il y a toutes ces choses-là qui existent et puis qui existeront. Donc, on est obligé de se dire combien de temps on va garder quelle place on va donner à l'intelligence artificielle, à quel moment on dira là, on va quand même garder un petit peu d'humain. Pour que, dans le domaine de l'aviation, on accepte que tous ces systèmes fonctionnent en autonome, il faudra qu'ils soient certifiés. Il y a des certifications très difficiles, très strictes. Il faudra accepter qu'ils soient certifiés pour tous les systèmes qui seront dotés d'autonomie décisionnelle. Ça se comprend parce qu'il y a beaucoup de gens. Il y a une question évidemment de vie et de mort. Il y a eu un autre. J'ai eu la chance par hasard de recevoir un message qu'on me disait, je connais beaucoup les gens de la direction de l'aviation civile, et le 3 mai, justement pour Montréal, je partais le 4, donc j'étais attirée, c'était formidable. Le 3 mai, il y avait un vol test où on mettait du carburant durable dans l'avion, c'était sur le Paris-Montréal, et il disait ce sera formidable parce que en plus une petite voiture autonome va aller jusqu'à l'avion pour faire elle-même organiser le plein et ensuite le roulage se fera comme ça. Et il y avait la réponse de la DGAC qui disait, c'était extraordinaire, formidable, mais pour la voiture autonome, il y aura un piéton qui marchera au pied, à côté, à la même vitesse que la voiture pour pouvoir la rattraper si jamais. Donc même la petite voiture autonome pour aller à l'avion, on a dit on met un piéton qui la suit. J'étais morte de rire, j'ai dit je suis en train de réfléchir. Alors on en est à quand même pas oser lâcher la petite voiture autonome jusqu'à la roue de l'avion. Mais tout ça existe et en fait les freins seraient peut-être presque plus d'ordre sociétaux que techniques, où on avance quand même assez bien. Tout n'est pas... je suis pas une spécialiste, bien sûr, de l'intelligence artificielle. Je suis tout ce qui se fait dans l'aéronautique. Pour l'instant, le plus raisonnable, ça semble de passer progressivement, il le disait, d'une situation actuelle à une automatisation douce avec un pilote, puis des premiers vols autonomes qui seront sans doute du fret ou des vols... En tout cas, ça nécessitera de fusionner les compétences des pilotes avec celles des aiguilleurs du ciel. Et il y a un petit sondage qui dit que 50% des sondés jurent qu'ils ne monteront jamais dans un avion sans pilote. 18% sont partants. Or, toutes les études montrent pourtant qu'à peu près 70 à 80% des accidents sont dus à des problèmes de facteurs humains. Et pourtant, on préfère l'accident fait par le facteur humain. Quand par hasard une voiture autonome a un accident, on en parle énormément et on ne parle pas de tous les accidents qui sont faits tous les jours pour des raisons humaines. Alors est-ce que bientôt on n'acceptera plus de monter dans un avion où il y aura un humain? Je ne sais pas. Enfin toujours la question est ouverte. Donc demain,
y aura-t-il encore un pilote dans l'avion? Et surtout un pilote en prise directe avec ses commandes, comme celle que vous avez vue, comme celle que j'aime peut-être. La question se pose sérieusement, bien sûr, pour l'avenir qui se fait, qui nous désigne, qui est très bien. On peut penser que s'il n'en reste qu'un, ce sera quand même le voltigeur. Le jeu, disent les philosophes, est un faire sans pourquoi. Alors, la voltige aérienne, même si, je vais revenir à ma question, parce que la voltige, si elle est utile, il est utile de connaître les bases quand on veut être pilote, parce qu'elle va vous aider à vous débrouiller dans des situations un petit peu désagréables qui pourraient vous tomber dessus. C'est nécessaire. Mais faire de la voltige de présentation ou de compétition, comme j'ai fait énormément et comme je fais encore en présentation, c'est assez autre chose. C'est un désir d'explorer à fond les trois dimensions, vraiment, en affrontant quand même les domaines extrêmes que sont les grands méchangers. C'est un désir de liberté du vol, aller pour la beauté du geste vers une chorégraphie parfaite. C'est le plaisir d'un choix gratuit, de perfection du vol, sans autre pourquoi, mais c'est déjà un certain nombre de pourquoi. Et cette gratuité, elle est forcément de taille par rapport à tous les autres vols dont je parle, qu'ils soient civils et militaires, qui ont une finalité utile et donc pour lesquels, transport des défenses, il est bien nécessaire que l'intelligence artificielle vienne à leur secours pour la sécurité, pour optimiser les trajectoires, pour décider des matériaux, même si nous, les voltigeurs, on est les héritiers directs de tous les pionniers, des manœuvriers qui voulaient vraiment utiliser leur avion à fond, qu'ils découvraient. Et vous savez que les premiers pilotes étaient presque tous des cavaliers. Donc, on aime bien dire, nous, qu'on est un peu le cadre noir de l'aviation, c'est-à-dire la haute école d'équitation, parce qu'il s'agit, en fait, c'est la même chose, de maîtrise absolue. Le cheval calme, en avant, obéissant, l'avion, aux limites de ses capacités, lui demander le maximum, mais pas plus, parce qu'au-delà, il ne pourra pas. Il vous prévient, le cheval, il refuse, l'avion, il tremble, il refuse, il ne veut pas. Vous êtes là en maîtrise absolue. On lui demande ce qu'il peut, mais pas plus. Un championnat ou une présentation compliquée demande un immense travail d'entraînement. Un peu comme les sportifs, comme un danseur, comme un musicien, une discipline de corps, une discipline de fer, pardon, pour le corps et pour l'esprit, parce que c'est une performance pour le pilote. C'est un spectacle pour ceux qui regardent la plupart du temps. L'idée, c'est de juger. L'idée, c'est de réussir quelque chose. Donc, voilà sans doute pourquoi l'IA ne rentrera pas dans ce genre de cockpit de façon importante. En tout cas, parce que je veux prendre des décisions. Dans un vol comme ça, vous êtes sans arrêt entre 400 km/h et 0, on le laisse même reculer. C'est une décision que je veux prendre parce que c'est ma survie, mais c'est aussi parce que j'aime le faire. Donc, on se retrouve... Je veux garder aussi ma liberté de pouvoir créer une nouvelle figure. Or, les nouvelles figures qu'on a faites, la plupart du temps, on les a faites à partir d'erreurs. Ouf, mon pied a glissé, il est resté coincé. D'où Jésus, ça fait un truc bizarre. Je vais peut-être essayer de le refaire. Et je pense à ce moment-là, c'était très intéressant ce que disait Hervé Fischer hier sur la liberté de créer pour l'artiste, qui disait est-ce qu'on doit souhaiter notre propre mort, est-ce qu'on doit disparaître pour laisser peut-être qu'il y aura des intelligences artificielles qui peindront bien mieux, qui réfléchiront mieux que les philosophes, et nous alors on fait quoi? Bien sûr, il y a des tas d'avions qui piloteront mieux que moi, mais je veux quand même continuer à piloter. J'ai eu la chance d'être invité à piloter un 380, un Airbus A380 et un Rafale. Eh bien, cet Airbus A380, on m'a montré toutes les limites. Moi qui avais moitié peur dans ce gros bazar en me disant mais ça va être effrayant. Je me disais mais c'est formidable, il me faisait même les commandes dans le coin. Et puis tiens, on va essayer de le faire dépasser les limites de vitesse, pleine vitesse, vers le bas, on pousse. Et cet avion vous dit non. Il réduit, il remonte. Alors que moi, si je fais ça, évidemment, il ne va pas me dire non. J'ai plus de risques, il ne va pas me dire non. Mais je ne veux pas qu'on me dise non. Et le Rafale aussi, malgré tout, comme il fait beaucoup de choses, hein, il accepte beaucoup. Mais comme c'est un avion qui est fait pour défendre la patrie, c'est un avion de l'armée qui est là dans un but qui est totalement différent, qui n'est pas gratuit, eh ben, à 9G, ce sera non. Parce qu'après, son pilote, j'ai piloté aussi, il m'a dit tu peux y aller, tu peux tirer comme un fou. Il va quand même faire
il s'arrêtera au moment où ça va être gênant. A priori, ce que je disais, pas beaucoup d'IA dans ce genre de connexion. On rêverait pour les compétiteurs d'une IA pour juger. Parce que, vous savez, on est un peu comme le patinage artistique, on a un jugement humain, une vingtaine de juges qui, en fait, reconnaissent les avions, vous connaissent et savent à peu près ce que valent les pilotes, veulent défendre ceux de leur pays. Donc, nous, on se disait, ce qu'on aimerait, c'est 20 extraterrestres, toujours dit ça depuis 30-40 ans, 20 extraterrestres qui viennent, qui disent, à qui on dit, ça doit être comme ça, ça doit être comme ça, ça doit être comme ça. Et là, vous leur mettez une note, ce qui est très, très difficile à obtenir. Alors peut-être que l'intelligence artificielle, elle, pourrait être objective et donner un jugement honnête. Donc, en fait, c'est ça, ce serait ça qui serait bien. En conclusion, parce que je ne veux pas dépasser le temps, je suis bonne, l'IA ne voltige pas vraiment dans nos cockpits, mais elle est présente partout. Elle est présente partout grâce au ciel, c'est une très bonne nouvelle. Et c'est aussi elle qui nous aide quand on décide de rentrer à la maison et que j'appuie sur GoTo sur mon GPS bien fatigué et qui me dit il fait pas beau, faut pas passer par là, la météo, enfin, c'est formidable, sauf pendant ces 5 minutes où je suis aux prises avec l'avion. L'IA, elle aide aussi à calculer la résistance de l'avion. Moi, je sais que maintenant, les pilotes d'essai, on va faire une petite pause sur les pilotes d'essai parce que on arrive à trouver les meilleurs matériaux. Le 380, quand les pilotes d'essai, qui sont des formidables pilotes, ont fait le premier vol, malgré tout, il y avait eu énormément d'essais avant, en simulation, l'IA les avait aidés. Tout s'est à peu près passé comme prévu, alors que nos premiers pilotes d'essai, il en mourait 2 sur 3. Et là, je vois qu'il y a un avion qui est fait en carbone, qui est un avion de voltige, qui a été fait à Toulouse, qui était pas bien, a priori, et les 2 pilotes d'essai viennent de mourir parce qu'ils n'ont pas ces assistances de l'IA. Parce qu'on est encore dans un domaine où il n'y a pas assez de monde, ou pas assez de... On peut pas, le marché ne peut pas vous couvrir ça. Donc, oui, bienvenue à l'intelligence artificielle. Elles sont indispensables, bienvenue. Mais la voltige, elle incarnera toujours, je crois, ce qui reste de l'essence même du bonheur de voler soi-même. Je suis doctorant qui m'intéresse à la relation homme-machine et aux enjeux d'automatisation de cybersécurité en aviation. Oui. Et une chose qui est commune à chaque fois que je des gens en aviation, c'est qu'ils sont très passionnés. Donc j'avais juste une question par rapport justement à ça, avec les nouveaux paradigmes de l'aviation qui visent aujourd'hui des systèmes et des opérations autonomes. Je pense notamment au SPO, là, les Single Pilot Operation ou Reduced Crew Operations. Celui dont j'ai parlé un peu rapidement, mais ce n'était pas le sujet, je ne pouvais pas aller plus loin. Donc je me demandais, il faudra, comme vous l'avez dit, repenser le rôle du pilote humain face au dispositif technique, donc face à la machine. Et donc je me demandais, quelle est selon vous l'importance d'avoir 2 pilotes humains dans le cockpit? Et donc, qu'est-ce qui différencie l'humain de la machine au final, lorsque vient le temps de prendre des décisions dans un environnement en risque qui est complexe, donc où il faut penser l'émergence et l'incertitude? Alors, dans ce système, j'aurais tendance à 2 choses. J'aurais tendance à penser, mais je ne suis pas une autorité pour ça plus tard, que ce sera très bien aussi quand on aura un pilote dans l'avion et un pilote au sol qui, lui, a beaucoup de disponibilité et qui est moins sous stress. Là, on voit quelquefois que le facteur stress est important, qui peut beaucoup aider. Le fait d'être 2, on a vu quand il y avait des pépins, c'est que quand même, il y en a un qui tient la machine et l'autre qui, pendant ce temps-là, était... Avant, je fais un mouvement qui n'existe plus parce qu'il cherche ces trucs, mais c'est pas vrai, il cherche sur sa tablette maintenant, il ne tourne plus les pages en disant « il y a telle alarme, je vais... » Mais il va sur sa tablette chercher... je crois que pourquoi pas réfléchir à cette évolution. Alors, quant à l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, il y a des grands spécialistes ici qui nous diront, on sait qu'il y a plus d'ennuis sur des facteurs humains. Néanmoins, c'est très rassurant d'avoir d'abord vous partagez le sort des passagers. Et ensuite, il y a quand même une intuition qui n'est pas la même du cerveau humain. Pour moi, l'exemple le plus frappant et qui est extraordinaire, c'est celui de Sully, posé, tout le monde le connaît par cœur, hein, mais Sully, ce type qui est un pilote de base comme moi, qui aime qui a la relation à la machine, qui est formé comme ça, plus que comme certains nouveaux pilotes, et on revient en arrière, qui, au-delà de 30 degrés, ils n'ont jamais vu ça, ils ne peuvent pas voir aussi loin.
je trouve tellement extraordinaire que j'ai 1000 fois écouté cette conversation. Il est cet Teterboro, il n'y a pas de truc, il a vraiment pas de chance, quoi. Il n'a plus rien. Il décide d'aller se poser sur l'Hudson. Est-ce que l'intelligence artificielle peut faire ça? J'ai pas la réponse, mais je pense pas. Voilà, bah tiens, voilà mon minuteur. Mais je regarde pas mes instruments, c'est normal, comme tout le pilote de voltige. je le trouvais plus. Et donc cette intuition-là, je crois que tout le monde a encore envie de la marcher. L'autre jour, ça me fait encore rire quand je le vois qu'ils disent qu'ils vont marcher à côté de la voiture autonome jusqu'à la roue de l'avion. Je me dis, on est loin, hein, là, quand même. Et je crois que il y a déjà des avions autonomes. Il y a des drones. Les drones, c'est assez extraordinaire. Mais on peut diviser toute l'intelligence artificielle. Maintenant, les pilotent parfaitement, on leur donne une mission, ils vont les faire. Et donc, l'homme est complètement débarrassé de la mission de la conduite de la machine. Mais par contre, la mission, ce fameux les robots-tueurs, la mission reste à l'humain. Parce que si on lui donne, et Florence Parly nous l'avait dit dans un discours, Terminator ne défilera pas sur les Champs-Élysées, c'est-à-dire qu'effectivement, on lui dit, bon, ben, la cible, c'est ça, et qu'on n'a plus rien d'autre que le détruire en vol pour l'arrêter si tout d'un coup la cible, elle a changé. Donc je crois que la mission, le déclenchement de la mission reste encore à l'humain. Combien de temps? Peut-être toujours. Je n'ai pas la réponse, évidemment, si je l'avais. Mais ça, la décision humaine, malgré tout, elle reste encore... Elle a moins de données, elle est moins bonne, elle est peut-être moins documentée, mais elle a quelque chose de différent encore. Vous avez parlé tout à l'heure de certification. Oui. De certification rigoureuse et exigeante. Oui. Or, dernièrement, n'a-t-on pas dit que, en particulier sur le 737, oui, les compagnies aériennes, ou plus exactement les producteurs, s'auto-certifiaient? Où est-ce qu'on en est suite à tout cela? Alors, je ne suis pas non plus une spécialiste, mais je sais que ça a beaucoup évolué. Effectivement, là, Boeing avait fait une erreur stratégique, enfin, en laissant les autorités de certification travailler pratiquement avec eux. Donc, ils suivaient. Il y a eu sans doute des dérives. Or, maintenant, je lisais il y a 2 ou 3 jours qu'ils sont revenus et que le prochain Boeing ne sera, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui doit sortir, ne sort pas parce que ça bloque au niveau de la certification. Donc, je pense qu'ils ont tellement... je ne sais pas quel numéro d'avion c'est, mais ce n'est pas le 787 qui est déjà sorti, mais c'est une évolution. Et évidemment, il est indispensable que les services soient séparés. Alors, c'est extrêmement lourd. Et généralement, en France, nous, on se plaint souvent de devoir passer par des normes absolument terribles. Mais ces normes-là, elles sont nécessaires. Parce que qu'est-ce qui est dangereux? C'est la rentabilité. Nous, j'aime bien parce que quand un avion va sortir, je le sais chez Dassault, quand un nouvel avion va sortir, on réunit tout le monde. Les gens qui ont commandé, les gens qui ont payé, les ingénieurs, absolument tous les services. Et maintenant, ils se mettent tout et disent, est-ce que maintenant, en notre âme et conscience, on a fait ce qu'on pouvait faire de mieux pour cet avion et on peut dire maintenant, OK, le pilote, vas-y, tu peux décoller. Et c'est important parce que on n'aurait pas volé si on n'avait pas fait ça, mais à toutes les époques, on a fait en notre âme et conscience. C'est sûr que faire un Breguet 14, il n'avait pas les mêmes critères que le 380 quand il est parti. Mais quand il part, en principe, tout a été mis dans l'état actuel des connaissances, qui sera peut-être pas le même 3 ans plus tard, pour laisser cet avion voler. Et en principe, alors la séparation, c'est ce qui s'est passé chez Boeing. Il n'y a pas eu la séparation des services. Je pense qu'ils l'ont amèrement regretté. Amèrement regretté. Et puis, ce qui est dur, c'est la pression de ceux qui ont payé et qui disent, moi, si cet avion-là, il ne sort pas maintenant, on est mort. On est mort. Alors, c'est dur. Mais on a compris que c'était tant pis. C'était tant pis. La question qu'on se pose, en fait, elle est un peu complexe parce que, comme elle nous a dit, l'intelligence artificielle a une grande place pour améliorer la sécurité, pour améliorer tout ce qui est technique, calculer des processus physiques. Par contre, ça n'enlève pas le plaisir qu'on a pour l'aviation, évidemment, mais aussi l'expérience accrue, très, très développée des voltigeurs d'expérience.
Donc, elle nous a commencé la conférence avec un petit historique de l'aviation. Donc, au début, dans les années 1910, l'aviation, c'était plus un passe-temps. Et avec l'arrivée de la guerre, c'est devenu plutôt une utilité ou plutôt un outil, justement, pour aider à la guerre. Donc, par exemple, pour observer l'ennemi, pour tromper l'ennemi. Et au fil du temps, évidemment, on a augmenté la maniabilité, la solidité, l'équilibre pour avoir des avions qui sont de plus en plus du côté de l'utilité, en plus du côté pratique et du côté plaisir. Et ensuite, on a eu les premiers pilotes automatiques. Donc, il nous a parlé de Laurence Perry. Et ça nous a aussi montré que ça avait une utilité pour l'humanité, donc pour justement la notion de poste, la notion de voyage et la notion, encore une fois, de guerre. Donc, c'est quoi la place de l'intelligence artificielle dans l'aviation? C'est surtout les processus automatisés, j'en ai déjà parlé. Mais on s'est aussi posé la question sur comprendre ce qui se passe avec les imprévus. Est-ce qu'il faut plutôt croire ce que l'intelligence artificielle nous dit ou ce que le voltigeur ou la voltigeuse d'expérience nous dit. Donc ça, c'est encore une fois une question ouverte, puisque on ne sait pas encore qui il faut croire ou croire le plus côté jugement. Et elle nous a aussi dit que les technologies, c'était surtout au sol, en fait que ça avait une grande place au sol, donc pour la prédiction, pour la prévision de tous les vols, et que, en fait, les prochains aussi terroristes pourraient même prendre le contrôle des systèmes informatiques. Donc, ça serait plus à ce niveau-là plutôt que physiquement, entre guillemets. Donc, aussi, c'est ça, on a terminé encore une fois sur la place humaine là-dedans, puisqu'elle nous a dit que 70 à 80 des accidents étaient causés par des raisons humaines et que ce n'est pas tous les voyageurs, voyageuses qui étaient à l'aise de potentiellement embarquer dans un avion où il n'y avait aucun pilote humain. Donc, c'est vraiment une grande question, tout ça. C'est quoi la place de l'intelligence artificielle? Est-ce que ça va remplacer les pilotes? Mais c'est sûr et certain que ça ne va pas remplacer le bonheur de piloter. Donc, ça, c'est une question qui, selon moi, est absolue, c'est sûr et certain.